Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Hier, les internes en médecine se sont mobilisés contre leurs conditions de travail. Il ne se passe pas un jour sans que la presse régionale se fasse l'écho de services fermés dans les hôpitaux, de fonctionnement dégradé par manque d'effectifs. Et pourtant, Emmanuel Macron disait au mois de janvier qu'il voulait que le secteur sorte de ce jour de crise sans fin. On a l'impression qu'on en est encore loin aujourd'hui. Malheureusement, le système de santé ou la santé, elle est gérée de façon urgente. On le voit, on a des réactions crise après crise, les urgences, la Covid, etc. Ce que nous demandons, nous, à la Fédération Hospitalière de France, c'est une véritable loi de programmation, justement, à l'image de ce qu'on fait pour la défense. Sortir du court terme. Sortir du court terme, qu'on arrête avec un système de santé géré de PLFSS en PLFSS. Nous demandons une loi de programmation sur 5 ans. Voilà, le temps d'un quinquennat qui donne des moyens, des objectifs partagés avec l'ensemble des acteurs du monde de la santé afin de répondre aux enjeux et aux défis. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce plan ? Ça va bien évidemment des investissements pour l'hôpital public, ça va également des négociations avec la médecine libérale. Nous avons besoin d'une médecine libérale, une médecine de ville forte. Et moi, je me refuse d'opposer le public au privé. Nous avons besoin de travailler main dans la main. Et on aura un hôpital fort si on a une médecine de ville forte. Et entre nous, le problème de la médecine libérale et la médecine de ville, bien évidemment qu'il faut accompagner le médecin de ville. Mais le sujet reste la capacité de recruter et de former des médecins. Il faut former beaucoup plus de médecins aujourd'hui. Certes, ça prend du temps, c'est 10 ans, 10 à 11 ans, mais il faut aller vers cet objectif. Donc oui, une vraie loi de programmation santé. J'ai pu échanger avec François Braun hier après-midi, qui est venu me rendre visite à Reims. Sur le fond, il n'y est pas opposé d'ailleurs d'avoir une véritable loi de programmation. Maintenant, il faut bien sûr que Bercy, que l'Élysée et que Matignon soient d'accord. Mais en tout cas, nous allons forcer vers cet objectif. Et concernant les internes, leur mouvement est tout à fait légitime. S'il y a de la maltraitance, il faut agir. Précise, François Braun, c'est le ministre de la Santé, et vous évoquez le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On est dans du jargon. Pour nos auditeurs. Vous dites une loi de programmation avec des moyens à très long terme. Quand on voit, par exemple, que la note de la France est dégradée hier, que Bruno Le Maire, ce matin, déclare à nos confrères de l'AFP que la France va continuer à mener des réformes structurantes, est-ce que vous dites on ne touche surtout pas à la santé ? Moi, je crois qu'il y a des objectifs. La santé, l'éducation, la justice, en fait, ce qui est régalien d'une certaine manière. Bien évidemment qu'il faut continuer à investir, mais attention. Est-ce que vous demandez des garanties claires, de dire, voilà, sur la durée du quinquennat, il faut que le président s'engage ? Bien évidemment, que ce soit sur le sanitaire comme sur le médico-social, et notamment avec une véritable loi sur le grand âge et le bien vieillir. C'est un défi auquel nous sommes confrontés, il faut y mettre les moyens. Mais concernant cette fameuse note de Fitch, je dis attention, il faut prendre au sérieux cette alerte. Derrière, certes, il y a cette tension sociale que nous connaissons aujourd'hui en France, mais il y a aussi le quoi qu'il en coûte qui a été nécessaire, bien évidemment, pour soutenir l'activité économique et accompagner les Français dans les difficultés que nous avons traversées. Mais il faut prendre au sérieux cet avertissement, et donc il faut aller vers des réformes structurelles, bien évidemment. Et je le dis aussi clairement, vous savez, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'on ne dépense pas assez. On dépense. Et la part du PIB en termes de dépenses sociales est extrêmement importante en France. Mais il faut être plus efficient, bien évidemment. Alors parlons des internes, puisqu'on va prendre peut-être les problèmes les uns après les autres pour que ce soit parfaitement clair. Vous disiez à l'instant que leurs revendications sont légitimes. Ils demandent, pour rappel, que leur temps de travail soit mieux encadré, que ça n'aille pas au-delà de la limite hebdomadaire des 48 heures. Eux, ils disent qu'ils font souvent 100 heures par semaine. Il y a aussi une question de rémunération. Je vous propose d'écouter Guillaume Bailly. Il est interne en médecine cardiovasculaire, vice-président de l'intersyndicale nationale des internes. Il était l'invité hier de France Info. Aujourd'hui, nous assurons ce travail qui est, somme toute, fantastique pour un salaire de 6,40 € de l'heure, environ, brut. Ce calcul, il est très simple. En fait, il est rapporté sur le temps de travail horaire qui parfois dépasse allègrement les 100 heures par semaine pour les internes et qui, du coup, rapporté au salaire, avoisine du coup des chiffres qui, je rappelle, actuellement sont en dessous des chiffres du SMIC. Alors 6,40 € brut de l'heure. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce calcul ? Et puis, est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Et vous savez, quand j'entends certains qui parlent de coercition sur l'installation des médecins et la remise en question de la libre installation des médecins, en disant ils ont eu leurs études payées, c'est normal qu'ils rendent à la société du temps et qu'on leur impose là où ils doivent s'installer. Eh bien, c'est la preuve, et c'est le contraire.
parce que les internes, ils ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos hôpitaux, nos CHU, mais nos CH également. Et on voit dans quelles conditions ils travaillent aujourd'hui. Parfois, il y a de la maltraitance, et c'est une question de management. Et là, il faut le travailler. Il y a beaucoup d'universités qui travaillent dans ce domaine, et notamment la doyenne, Madame le doyen de la faculté de médecine de Reims, à titre d'exemple, met en place un certain nombre de dispositifs concernant le management et la lutte contre la maltraitance des internes. Et vous dites oui aux 300 euros bruts par mois qu'ils demandent? Alors après, il faut qu'il y ait vraiment une négociation. Je ne sais pas si les 300 euros bruts sont l'alpha et l'oméga de la situation des internes en France, mais qu'il y ait une négociation de revalorisation, bien évidemment, cela me semble nécessaire. Vous savez, l'hôpital public, il tient aujourd'hui à bout de bras grâce à des agents hospitaliers qui font un travail remarquable, qui sont investis, qui ont su s'adapter, qui ont su être réactifs face aux différentes crises. Et nous devons beaucoup aux internes qui vont aujourd'hui au-delà des heures de travail légales d'une certaine manière. Elles leur sont payées les heures en plus, parce que de ce qu'on comprend, ils disent on travaille 100 heures, mais elles ne sont payées que 48 heures hebdomadaires. Vous savez, tout travail mérite salaire. Et là, on est dans le domaine de la santé. Mais comment ça se fait qu'il en va de la qu'aujourd'hui... question de la prise en charge des patients, de la sécurité des patients, mais également, je dirais, des conditions de travail des agents hospitaliers, et là, notamment des internes. Pourquoi les hôpitaux n'arrivent pas à dire combien d'heures précisément travaillent leurs internes, alors que le Conseil d'État leur a demandé de mieux décompter, de mieux respecter le temps de travail? On a un cadre légal qui n'est pas respecté aujourd'hui. Mais comment ça s'explique? Bien évidemment, et il faut, et les hôpitaux, et notamment les CHU, se sont engagés, bien évidemment, et à la FHF, nous les accompagnons dans cette direction, justement, de vérifier, de contrôler le nombre d'heures travaillées par les internes. Il faut que, mais on parle encore de management, il faut que chaque chef de service joue le jeu, bien évidemment, comptabilise les heures de travail effectuées par les internes et qu'on respecte, je dirais, le cadre légal. Et pourquoi c'est si compliqué finalement? Il faut en passer par la justice. Même les syndicats, ils ont attaqué la totalité des CHU devant les tribunaux, avec d'ailleurs une première victoire à Strasbourg. Ça veut dire qu'il faut vraiment se battre pour faire respecter le cadre légal. Vous savez, c'est symptomatique de ce que vit l'hôpital aujourd'hui, c'est-à-dire que le manque de personnel, le nombre de postes vacants. Je rappelle qu'il y a 30% de postes titulaires vacants chez les médecins à l'hôpital public, et donc avec des programmations suite aux différentes crises, des postes vacants chez les infirmiers ou infirmières, chez les aides-soignantes, et que derrière, il faut quand même aussi assurer la prise en charge des patients, à l'image des urgences, et donc on demande de plus en plus, bien évidemment, aux agents hospitaliers, notamment aux internes. Mais je crois qu'à un moment, il va falloir mettre le holà. Il en va de la sécurité sanitaire des patients, mais également de la santé de nos soignants. Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France, maire de Reims, vous restez avec nous. On s'interrompt le temps de faire le point sur l'actualité de ce samedi matin à 8h40. C'est le fil info de Valentine Letès. La finale de la Coupe de France doit rester un enjeu sportif, estime sur France Info le président par intérim de la Fédération française de foot, Philippe Diallo. Ce soir, Nantes et Toulouse se disputent le titre dans un contexte politique tendu. 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés et les rassemblements contre la réforme des retraites prévus autour du Stade de France interdits. Une atteinte grave aux libertés publiques selon la CGT. A-, c'est la nouvelle note de la France par l'agence de notation américaine Fitch, avec le mouvement contre la réforme des retraites notamment. Le risque que la France ne parvienne à réduire sa dette est plus élevé selon l'organisme financier. En Ukraine, le bilan des frappes russes sur plusieurs villes du pays hier grimpe à 26 morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exige une riposte internationale à la terreur russe. C'est un samedi chargé sur les routes de France entre la fin des vacances scolaires pour la zone B et ce week-end de 3 jours. C'est orange en région parisienne dans le sens des départs selon Bison Futé. France Info. Le 8-30 France Info, Neila Latrousse, Céline Aslo. Toujours avec Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France. On évoquait il y a quelques instants la situation des internes. S'ajoute à cela le bras de fer entre le gouvernement et les médecins intérimaires. Leurs tarifs ont été plafonnés par une loi, la loi RIST, qui vient d'entrer en vigueur. Et mécontents, ces médecins disent on n'ira plus exercer dans les hôpitaux. Est-ce que la Fédération hospitalière de France a une évaluation du nombre de services affectés par ce retrait des médecins intérimaires? Précisément, non, mais je veux dire, ça évolue de jour en jour. Et donc, nos fédérations régionales, d'ailleurs en lien avec le ministère de la Santé et le cabinet du ministre, nous évaluons quasi quotidiennement le nombre de services qui ferment, qui réouvrent, etc. Mais combien fonctionnent, normalement? Plus de la moitié?
continue à fonctionner Beaucoup normalement? plus de la moitié fonctionne normalement, bien évidemment. Et je crois que la sécurité sanitaire est assurée et la Ça sera prise en le cas charge cet est été, assurée. par exemple? Parce que ça va s'ajouter au Alors, problème de congés, nous avons etc., d'ailleurs, qu'on connaît j'ai fait tous les part de étés. mes inquiétudes, et vous avez raison sur le sujet, j'ai fait part de mes inquiétudes au ministre de la Santé comme à la Première ministre sur les périodes de vacances, donc notamment sur la période là, des vacances de Pâques que nous traversons, mais sur la période estivale, afin que l'on puisse anticiper que les astreintes soient partagées par l'ensemble, bien évidemment, des acteurs de la santé, qu'il y ait une coordination entre le public et le privé. Mais sur la loi RIST, c'était une nécessité. La FHF a toujours soutenu et a demandé l'application de la loi RIST pour deux raisons. Premièrement, une raison... Qui plafonne, je précise, Oui, oui. un plafond de rémunération à 1 390 € brut Brut. par garde de 24 heures, donc les médecins ne peuvent pas être payés davantage, même s'ils viennent pour compenser un trou au planning. Mais pour deux raisons. On parle d'argent public, d'argent du contribuable. Aujourd'hui, l'intérim, c'était quasi 2 milliards d'euros par an pour l'hôpital public. Ce que j'ai demandé au ministre de la Santé, c'est plutôt ces 2 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas justement reventiler une partie pour revaloriser les gardes et les astreintes à l'hôpital public? Deuxièmement, imagine dans un même service des médecins, et notamment les agents hospitaliers qui font preuve de fidélité à l'hôpital public depuis des années, qui, pendant 24 heures, ont dans la même équipe un médecin qui est payé 2 à 3 fois plus qu'eux. Et donc, en termes de cohésion d'équipe, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a le suivi du patient également. Quand vous êtes intérimaire, alors, je ne suis pas contre l'intérim, on en a besoin bien évidemment, mais quand vous êtes intérimaire, ce suivi du patient, il n'existe plus. Cette prise en charge, elle est faite par les médecins hospitaliers, les équipes Mais hospitalières. c'est pas une loi qui pousse les médecins vers le privé, qui crée justement une santé à Moi, deux vitesses? je ne le pense pas. Vous savez, il y a un moment, il va falloir bien sûr renforcer l'attractivité de l'hôpital, mais quand on s'engage à l'hôpital public, c'est chevillé au corps, et je crois que c'est un engagement. Et en travaillant aussi avec nos amis de la FHP, c'est-à-dire de la Fédération hospitalière privée de France, nous allons trouver des solutions pour qu'il y ait cette complémentarité nécessaire. Mais je ne crois pas que cela va accroître la concurrence entre le public et le privé. Et comment on va s'en sortir de ce bras de fer? Alors, est-ce qu'on attend tout simplement que les médecins intérimaires, ils se lassent de ce retrait et puis qu'ils reviennent finalement Non, mais moi, ce que dans vos j'appelle à services? que chacun prenne ses responsabilités. Vous savez, quand on s'engage dans le milieu médical, dans une profession médicale, c'est une profession où, je veux dire, d'une certaine manière, on se donne aux autres et c'est la prise en charge, c'est le prendre soin de ses concitoyens. Et donc, il y a une question d'éthique. Je rappelle le serment d'Hippocrate, bien évidemment, il y a une question d'éthique. Et moi, je ne doute pas que les médecins intérimaires prendront leurs responsabilités. Moi, je ne veux pas les pointer du doigt. Ils faisaient partie d'un système qui existait. D'ailleurs, je me plus pointer du doigt les boîtes d'intérim que les médecins eux-mêmes. On a besoin des intérimaires, bien évidemment, mais il me semble logique, pour des questions d'éthique et des questions de finances publiques, qu'il y ait un plafond et une limitation des honoraires des médecins intérimaires. D'ailleurs, ce sont des besoins qui s'expriment dans certaines spécialités, ou c'est tous les services qui Non, sont on a touchés? quelques spécialités plus particulières. On a les urgences, bien évidemment, la question également dans les maternités, gynéco-obstétriciens, les anesthésistes. Donc on a des spécialités extrêmement importantes dans le fonctionnement du système de santé qui sont aujourd'hui touchées. Mais franchement, je crois que les ARS ont fait un remarquable travail sur les territoires, avec les professionnels de santé de territoire. Cela a été étudié territoire par territoire. Et aujourd'hui, je dirais que la caisse est quand même limitée. On va y revenir aux urgences. D'un mot, il devait y avoir un projet de loi immigration pour faciliter l'installation de médecins étrangers avec un titre de séjour spécifique qui était créé, sauf que le texte qui prévoyait ce type de séjour, il est repoussé à l'automne. Et on sait que l'été dernier, l'hôpital avait aussi tenu avec un renfort de médecins étrangers. Comment ça va se passer cet été? Où est-ce que vous allez trouver les bras? Alors aujourd'hui, on n'est pas limité en termes de recrutement de médecins étrangers. Et aussi, au fait du cas par cas, bien évidemment. Moi, je suis aussi sollicité par certains hôpitaux qui me disent, voilà, on a des médecins formés, dont on a besoin, qui sont performants, professionnels, compétents. On a besoin, donc on travaille avec les préfets de chaque département. Mais c'est vrai qu'on a annoncé ce report de la loi immigration. Entre nous, j'ouvre une parenthèse, non-santé, je pense que ce n'est pas une des priorités de nos concitoyens et qu'elles soient reportées, je dirais que c'est une bonne chose aujourd'hui. Rajoutons pas de l'huile sur le feu aux tensions que nous connaissons aujourd'hui, mais nous trouvons des solutions pour accueillir et les médecins étrangers formés sur le territoire français ou ailleurs, mais qui, bien sûr, qui ont la compétence pour le faire. Alors Emmanuel Macron a mis les urgences au cœur de ses prochains chantiers. Il promet de désengorger les services d'urgence d'ici la fin de l'année, d'ici 2024. Est-ce que cette ambition vous paraît réaliste au vu de la situation actuelle? Je lui dis chiche,
allons-y et mettons les moyens. Ça va bien sûr de l'attractivité des urgences, de la revalorisation des gardes et des astreintes. Ça va d'une meilleure complémentarité entre l'hôpital et la médecine de ville. La généralisation de ces fameux SAS qui regroupent médecine de ville, collaboration entre ou partenariat entre les acteurs de santé d'un territoire, permettant justement la réorientation des patients, soit c'est le médecin de ville, soit aux urgences. Donc le problème, c'est pas qu'il y a trop peu de moyens aux urgences, c'est qu'il y a trop de monde qui devrait aller ailleurs. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a les nombres de patients aux urgences a augmenté de plus de 20% ces 10 dernières années. Et qu'il y a des expérimentations sur certains territoires, et notamment à travers ces SAS, qui ont montré une diminution de 20% des entrées aux urgences. Donc on a la possibilité de le faire. Donc chiche, allons-y, mais mettons les moyens, revalorisons les gardes et les astreintes, et bien évidemment, généralisons ces fameux SAS sur l'ensemble du territoire, en renforçant la collaboration médecine de ville, hôpital, et également la génération de la permanence des soins qui aujourd'hui n'est assurée que par le public. Pour bien expliquer, vous dites qu'il y a des gens qui viennent aux urgences mais qui en réalité devraient être envoyés vers d'autres services et c'est à la médecine de ville de le faire. Bien sûr. Et pourquoi c'est pas fait davantage? Ça existe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'urgence reste le point d'entrée vers l'hôpital? Vous avez un certain nombre de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc, quand on veut se faire soigner, qu'on n'a pas de médecin traitant... C'est aussi ça qu'il faut régler. Eh ben oui, on va aux urgences. Moi, je ne pointe pas du doigt les consultants qui vont aux urgences. Je dis juste que nous devons mieux réguler nos urgences. Il y a des maisons médicales, comme à Reims d'ailleurs et dans d'autres hôpitaux. Je reviens de La Réunion où ça existe également, où nous avons des médecins de ville qui réorientent les patients à leur arrivée, prise en charge des patients. Et s'il y a une nécessité d'urgence, direction les urgences. Mais il faut mieux réorganiser le système. Vous demandez aussi une meilleure solidarité avec les cliniques privées, avec les médecins libéraux. Ça veut dire que c'est des mondes qui sont trop étanches aujourd'hui? Bien sûr, vous savez, beaucoup, depuis des années, ont essayé d'opposer les uns aux autres. La crise Covid, s'il y a une chose, en tout cas, qui a révélé quelque chose de positif, c'est cette possibilité de travailler ensemble entre le public et le privé, et ça a été fait durant la crise Covid. Il faut continuer. Le système de santé français, il repose sur deux piliers. Le public, le privé, c'est sa richesse. Il n'y a pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, pas blanc d'un côté et noir de l'autre. On a besoin de tout le monde. Chacun doit assumer ses responsabilités, le partage de la permanence des soins, bien évidemment, et une meilleure articulation médecine de ville, hôpital. Je le dis, je suis opposé à l'hospitalocentrisme, parce qu'on ne réglera pas le problème de l'hôpital si on n'accompagne pas la médecine de ville. Et la médecine de ville également a besoin, bien sûr, d'un hôpital performant. En quelques mots, en quelques secondes, il peut y avoir des réquisitions de personnel cet été? Alors, c'est toujours possible, bien évidemment, par les préfets sur les territoires, s'il y a nécessité. Merci Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France, maire de Reims, d'avoir été dans le studio de France Info ce matin.